Sarah Cissé pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir Babacar Ndiaye, c'est le président de la Fédération de basket. Maître, bonsoir. Bonsoir, Pape. Alors, nous allons faire, comme Sarah l'a si bien annoncé, le bilan des afro-basket, aussi bien des garçons que des filles. C'est l'afro-basket des dames qui s'est achevé dimanche. Malheureusement, le Sénégal n'a pas pu accrocher le podium. Assez rare pour être souligné, maître. C'est la deuxième fois, je pense, et la dernière fois, c'était il y a 55 ans. Je pars sous votre contrôle, c'est exact? Oui, c'est exact, mais annoncé de façon brute comme ça, ça donne l'impression que c'est un échec lamentable. Mais ce sont les faits. Oui, ce sont les faits, mais je le dis souvent, on ne peut pas considérer un match de troisième place comme un baromètre pour analyser le niveau de notre basket. On a perdu une demi-finale contre le Nigeria. Les filles étaient découragées. Elles sont passées la nuit à pleurer. C'est extrêmement difficile de les récupérer. Donc c'est la raison pour laquelle moi je refuse de considérer le match de troisième place comme un critère pour déterminer le niveau de notre basket. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on avait rajeuni notre équipe. Et si vous avez constaté également, nous avons perdu par le plus petit score contre le vainqueur du tournoi, à savoir le Nigeria. Donc seul le Sénégal a perdu par 10 points contre le Nigeria avec une équipe rajeunie. C'est vrai qu'on visait le podium, mais le Sénégal aussi n'a pas l'habitude de jouer la médaille de bronze. Tout à l'heure, je faisais la genèse de notre participation aux Afro-Basket. De 2002 à 2021, on a joué la médaille de bronze qu'une seule fois, en 2013 à Maputo. Sinon, on joue toujours des finales, en 2015. Des finales qu'on a perdues. Oui, des finales qu'on a perdues, mais quand vous perdez une finale, non, quand vous perdez une finale, vous avez une médaille d'argent d'office. Maintenant, c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on participait, on avait une médaille parce que on n'a pas l'habitude de jouer les troisième places. Les matchs de troisième place, c'est des matchs de classement. Comme vous faites référence à des dates, je pense que de 2000 à ce jour, nous n'avons glané que 3 trophées, hein, si je ne m'abuse. On a gagné en 2002, on a gagné... 2009, 2015 avec Moustapha Gaye également. 2009 et 2015, voilà. Donc 3 trophées en 21 ans, ça fait peu. Et ça veut dire que nous ne sommes plus une référence devant le Nigeria, devant le Mali, devant l'Angola, devant le Mozambique, même si nous l'avons battu récemment chez les filles. Oui, en fait, on est toujours premier pays africain chez les féminins. Oui, mais les cas maintenant, il faut reconnaître qu'effectivement que le Nigeria est en train de faire un travail qui lui permet de dominer le basket africain. Je le disais après notre match contre le Nigeria, je disais qu'on n'avait pas perdu contre le Nigeria, mais qu'on a perdu contre les États-Unis. Parce que sur les 12 joueuses nigériennes, 9 sont des Américaines, ont la nationalité américaine et sont nées aux États-Unis. Vous conviendrez avec moi que c'est extrêmement difficile pour des joueurs africaines de se battre contre des Américaines en matière de basket. Mais justement, quel apport pour le Sénégal cette expérience américaine? On voit chez les garçons dans le staff maintenant qu'il y a de Sagana, Matar Vincent Ndiaye et même le coach Boniface qui a fait la NBA. Quel impact donc de cette expérience vous savez, pour les joueurs, c'est un problème de qualification, qualification des joueurs. Parce que la réglementation de la FIBA fait en sorte que vous ne pouvez utiliser qu'un seul joueur naturalisé. Et la FIBA considère que tous les joueurs qui sont nés hors du territoire de la République doivent être en principe considérés comme des étrangers, comme des naturalisés. Sauf maintenant si vous arrivez à prouver qu'ils ont eu le passeport de leur pays d'origine avant l'âge de 16 ans. C'est le cas des Nigériennes? Non, les Nigériennes, on vous dit, ils disent qu'effectivement, ils sont nés aux États-Unis, mais ils obtiennent le passeport nigérien avant l'âge de 16 ans. Donc, c'est ça, en fait, aujourd'hui, l'argumentation qu'on nous sert. Mais aujourd'hui, nous, au Sénégal, on a eu des joueurs qu'on a voulu qualifier, mais on nous a opposé le fait qu'ils sont nés à l'étranger et n'ont pas eu le passeport avant 16 ans. On reste toujours avec les dames. On n'a toujours pas compris aussi l'épisode Anne-Françoise Diouf. La jeune intérieure sélectionnée, puis 48 heures après, éjectée de la liste, Maïmouna Diarra est rappelée. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, vous savez que moi, je suis mal placé pour répondre à cette question. Je pense que mais vous êtes le patron du basket. Oui, je suis le patron, mais c'était une décision du directeur technique national. Et je pense qu'il s'est longuement expliqué. Mais il vous a expliqué. Oui, il s'est longuement expliqué sur la question. Maintenant, il m'a appelé le matin pour me dire les raisons pour lesquelles il voulait faire revenir Maïmouna à la place d'Anne-Françoise. Moi, je lui fais entière confiance et c'est la raison pour laquelle je peux revenir sur cette question-là. Mais dites-moi... sa méthode de gestion aussi, et également au moment d'évaluer, il est le directeur technique national, c'est lui le coach des Lions, comment est-ce qu'il va s'auto-évaluer en tant que directeur technique national? Et sa manière de gérer aussi, on voit qu'il est très autoritaire. Non, autoritaire, bon, je dis moi simplement qu'il a gagné 2 fois le titre africain. Certains en tout cas... Ouais, non, je parle de fait. Il a gagné 2 fois le titre africain. En 2009 et en 2015. Oui. Il a fait une finale en 2017 à Bamako. Donc c'est quelqu'un qui a le niveau et qui connaît également la compétition. Maintenant, dans sa façon, chaque entraîneur a une façon de faire. Des fois, il est dur, mais c'est également en dehors des matchs et en dehors des entraînements, c'est quelqu'un de jovial. Donc maintenant, on va tirer le bilan de notre participation. Et je dis, c'est moi qui l'avais demandé de rester à la tête de l'équipe féminine. Parce que j'ai fait 2 afro-basket avec lui. Un à Yaoundé en 2015 qu'on a remporté et un à Bamako où on a perdu en finale. On a fait également les Jeux Olympiques. Donc je sais qu'il connaît la compétition et qu'il a des aptitudes pour diriger l'équipe. Je lui avais demandé, quand on l'a nommé, quand je vais le proposer au ministre pour qu'on le nomme directeur technique, je lui avais demandé de rester à la tête de l'équipe féminine le temps de la Constitution. Maintenant, on va voir après cet afro-basket-là. Justement, vous dites que vous allez faire le bilan et d'emblée, vous, donc, le bilan est positif parce que c'est une équipe en reconstruction. C'est une équipe à vous entendre. Hein? Oui, le bilan, il ne faut pas parler de bilan positif, mais ce n'est pas un échec lamentable. Ce que je veux dire, c'est qu'on avait dit qu'on allait pour construire une équipe. Et il faut prendre le temps de construire une équipe. Et j'avais dit que l'équipe féminine nous avait valu tellement de satisfaction, qu'elle avait un palmarès tellement élogieux. Voilà, maintenant il était temps également de laisser reposer ces choses-là qui nous ont valu 2 titres africains, une participation à la Coupe du Monde. Comme Astou Traoré. Oui, Astou Traoré, non, Astou Traoré, il y a tant d'autres joueurs qui ont gagné plus même Astou Traoré. Je dis Astou Traoré, c'est une joueur avec qui j'ai d'excellentes relations, c'est une joueur qui a rendu énormément de sur l'équipe nationale, mais Astou Traoré également, je l'ai dit, que Astou Traoré n'a gagné qu'un titre africain en 2015. Vous avez dans notre équipe Mamarissi qui a été champion en 2009 et en 2015. Vous avez Tos qui a été champion en 2009 et en 2015. Une équipe ne peut pas se résumer en une personne. Il y a des moments où on a décidé de rajeunir. Nous rendons grâce et nous remercions tous ceux qui ont eu à rendre service à notre basket. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de mettre en place une équipe nouvelle. Et pour les garçons sortis également à l'Afro-Basket récemment par la Côte d'Ivoire en quart de finale, hein, Non, en demi-finale. En demi-finale, oui. Voilà, on a fait une demi-finale avec les garçons. Bon, pour ces garçons, on va aller directement peut-être dans les perspectives. Peut-être un afro-basket à domicile pour reconquérir le titre avec l'appui du public. Oui, d'abord souligner que c'est une équipe jeune qui est née en novembre 2020. À Kigali lors du tournoi des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc c'est une équipe qui a été créée par Boniface Ndong. Vous avez des jeunes qui sont nés en 99, en 2000. Les Mohamed Al-Ghaniaï, les Branco, ils sont nés en 99-2000. Donc c'est une équipe prometteuse. Il faut maintenant simplement être un peu patient. Nous avons terminé 3e du tournoi. Nous avons la meilleure attaque. Nous avons le meilleur marqueur du tournoi, Gorgui Sidien. Et nous avons gagné énormément de choses. Je pense que c'est un tournoi qui doit nous permettre maintenant de nous projeter sur l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 qui vont commencer pour notre poule à partir de février 2021. Il y a un tournoi au mois de février et un tournoi au mois de juillet. Nous projetons, je n'en ai pas encore parlé avec le ministre des Sports, d'organiser au moins un tournoi à Dakar pour maximiser nos chances. Maintenant, ça c'est la première phase. Tournoi au mois de février, tournoi au mois de juillet. Pour les autres poules, il y a un tournoi au mois de novembre. Et maintenant, le 2e tour, il y aura un tournoi au mois d'août. Donc moi, personnellement, en tant que président de la fédération, je proposais qu'on organise un tournoi pendant la phase de premier pool et un tournoi pendant la 2e phase pour permettre à l'équipe de se qualifier à la Coupe du Monde 2023, de se bonifier pendant la Coupe de 2023 pour être vraiment prête
à l'Afrobasket 2025. On peut être candidat? Oui, je pense. Je pense qu'on peut... Moi, je ne fais que des propositions parce que vous savez que l'organisation d'une compétition internationale est du domaine de l'État. Maintenant, nous sommes en train de construire une équipe. Lorsque nous serons sûrs que cette équipe a vraiment toutes les chances de remporter une compétition, après les phases des éliminatoires de la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, je pense qu'effectivement, nous avons toutes les infrastructures nécessaires pour organiser un Afrobasket. On va parler un peu des coachs, de leur avenir. À vous entendre, Moustapha Gaye, vous allez continuer l'aventure avec Moustapha Gaye, même si vous allez nous dire plus précisément. Mais pour les garçons, nous avons Boniface Ndong. Est-ce qu'il n'est pas encore trop tendre pour le poste, à votre avis? Non, la preuve, je vous ai dit, il a créé une équipe. Bon, vous savez que les joueurs qui ont été appelés par Boniface Ndong, la plupart du temps, nous, on ne les connaissait même pas. Il a réussi à mettre en place une équipe composée de jeunes qui a excellé pendant l'Afrobasket, qui malheureusement a perdu par manque d'expérience en demi-finale et qui est médaillé de bronze. Donc maintenant, je pense que... C'est vous qui parlez de manque d'expérience. Oui. Je vous dis que l'entraîneur, avec plus d'encadrement. Mais il faut, à chaque chose, je pense qu'il faut un début. Il faut un début. Donc je pense je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc il a commencé à bâtir quelque chose de solide. Nous allons évaluer, discuter et prendre la décision qui s'impose. Mais je pense que dans l'ensemble, il a fait de bon travail. Et vous avez vu l'apport de la NBA, comme je dis, de l'expertise, l'expérience NBA autour de lui? Oui, ça aussi, je pense, c'est le choix de Tafa Gaye. Ça aussi, il faut le lui reconnaître. Quand il m'a proposé Boniface, il fallait me convaincre. Parce que, comme vous l'avez dit, j'avais estimé également, comme vous, qu'effectivement, le premier projet, c'était en fait avec Porphyrio jusqu'à l'Afrobasket 2021. Après Porphyrio, mettre Boniface en place. Quand maintenant Porphyrio n'a pas pu venir, on a rapproché le projet et on a mis Boniface Ndong comme entraîneur de l'équipe nationale. Il a fait un excellent travail. Je pense que, comme on a l'habitude de le dire, il faut également laisser aux entraîneurs le temps de travailler. L'équipe tunisienne a pris le temps pour se mettre en place. Voilà, nous allons maintenant, je pense, d'ici 2025, avoir une grande équipe. Vous avez des joueurs qui ont le niveau, qui jouent en première division française, Ibrahim Falfay. Vous avez Branco qui va jouer en première division allemande. Vous avez Gorgui Sedien en NBA. En garçon, vous avez également les U19 garçons qui sont allés jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde. Il y a des U19 qui tapent à la porte de l'équipe nationale. Chez les garçons, quand même, nous avons une pépinière. On n'a pas de problème de joueurs chez les garçons. Je pense qu'effectivement, il reste simplement à bien organiser les choses pour être prêt le jour. Parlons du basket local. Alors, comment ça s'est passé pour cette année? Vous savez, malgré une année extrêmement difficile, nous avons réussi, avec le Covid, on a réussi quand même à organiser un championnat, jusqu'à désigner un championnat chez les filles et chez les garçons. Maintenant, il reste une seule compétition à terminer, c'est la Coupe du Sénégal. Garçons, les demi-finales sont prévues samedi et après maintenant, on va fixer la finale. Sinon, pour tout le reste, nous avons réussi à organiser, même à huis clos, à perte, mais on a tenu quand même à jouer nos compétitions. Et pour la formation également, les jeunes? Oui, ça, je pense que vous l'avez vu. On a organisé, c'est le retour des I-19, les petites catégories en compétition internationale. Les I-19 filles et garçons étaient au Caire pour le championnat. Les I-19 garçons se sont qualifiés à la Coupe du Monde, et je l'ai dit tout à l'heure, sont allés jusqu'en quart de finale. Donc nous projetons l'année prochaine également de faire participer les I-18, I-19, I-16 à la compétition internationale. Et pourquoi pas même organiser une compétition, un Afrobasket de petite catégorie. Je pense que ça, c'est des choses à faire qui va permettre au Sénégal maintenant de bien se préparer. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de vouloir gagner à tout prix. Il faut se préparer, mettre les moyens pour reconquérir les... Alors pour résumer, 2022 pour le basket sénégalais, on va s'attendre à quoi? 2022, on va s'attendre d'abord à une bonne participation de notre équipe nationale masculine aux éliminatoires de la Coupe du Monde, une qualification à la Coupe du Monde. Maintenant, chez les filles, il n'y a pas de compétition majeure en 2022. Maintenant, nous devons faire en sorte également que les petites catégories puissent jouer les compétitions africaines, les I-19 garçons, les I-18 garçons, les I-18 filles, les I-16, effectivement garçons et filles. Et ça nous permettra effectivement de bien préparer l'équipe à moyen terme. Et je pense qu'avec l'accord du ministre, je vais lui en parler, nous organiserons peut-être, essayer de voir comment organiser un Afrobasket I-18 garçons. Parce que c'est des compétitions qui ne coûtent pas trop cher. Alors votre avenir personnel à la tête du basket sénégalais?
Non, moi je suis, il me reste 2 ans encore à la tête à la fin, à la tête de la fédération. Oui. Donc pour le moment, je ne peux pas me prononcer, mais je ne me fais pas de fixation. Moi, vraiment, j'ai beaucoup de choses à faire. Vraiment, je ne me fais pas de fixation à la tête de la fédération. Le moment venu, je prendrai une décision. Voilà. Mais vraiment, je ne suis pas omnibulé par le poste de président de la fédération. Maître Babacar Ndiaye, merci. Merci beaucoup, Abdoulaye. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Restez en compagnie des programmes de la TFM, la télévision Futur Média.